Face à face, bonsoir à tous. Une heure de débat entre Raphaël Enthoven et Éric Zemmour. Ils ont souvent réagi aux prises de position de l'autre, mais n'ont jamais débattu ensemble. Face à face, donc inédit ce soir. Au sommaire de ce débat, trois grandes parties. De quoi Éric Zemmour est-il le nom? Ressemble-t-il à ses adversaires? Quelle est l'efficacité de sa démarche? Deuxième partie, qu'est-ce que l'identité française? Un art de vivre, un art de penser? Faut-il tout assumer dans notre histoire? Et puis, troisième partie, qu'est-ce que la République? Qu'est-ce qu'être républicain? C'est parti pour le face-à-face. Bonsoir messieurs, merci d'être là. Raphaël Enthoven, nous sommes ravis de vous accueillir. Alors vous êtes professeur de philosophie, vous avez écrit de nombreux ouvrages. Le dernier ici, c'est votre... C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. L'honnêteté commande de dire que... Alors c'est votre première BD, oui. Le Banquet aux éditions Les Échappés. Alors vous adaptez le célèbre banquet de Platon qui met des mots et des mythes sur la façon que nous avons d'aimer. Oui. Les dessins sont de Coco, la dessinatrice de presse de Charlie Hebdo. Alors, on va commencer par la toute première partie. Très souvent, vous êtes dressé en farouche adversaire à Éric Zemmour et à travers lui, au courant de pensée qu'il incarne. Et vous avez voulu justement parler de cette pensée d'Éric Zemmour ce soir. Mais de quoi Éric Zemmour est-il précisément le nom? De quelle réaction est-il l'incarnation? Vous commencez. Oh, il faut faire une différence entre Éric et Zemmour. Je tiens à le dire quand même, c'est important. J'aime bien Éric. On s'entend plutôt pas mal. On se croise de temps en temps. On a déjà débattu ailleurs que sur CNews, mais jamais aussi longtemps. Jamais aussi longtemps. Donc, il ne s'agit pas pour moi de m'en prendre à Éric. En revanche, Zemmour, c'est une autre histoire. Je vous vois Zemmour et c'est Zemmour que j'attaque, bien sûr. Alors, deuxième point, je ne l'attaque pas sur un plan moral. Il ne s'agit pas pour moi de me mettre en détenteur du bien face à un diable autodésigné ou désigné par d'autres. Ce n'est pas l'enjeu. Non, c'est sur le plan de l'efficacité, c'est sur le plan de la méthode. De quoi Éric Zemmour est-il le nom? À mon avis, de quoi Zemmour est-il le nom peut-être? D'un indigénisme nationaliste. C'est ça que je veux dire. D'un communautarisme patriotique, si vous voulez. Ou d'une fierté blanche qui entérine son essentialisation et sa marginalisation en s'insurgeant contre elle. Pour le dire simplement... Mon sentiment est que vous êtes le meilleur allié de vos adversaires. Parce que vous les combattez avec leurs propres armes. Au lieu de combattre le racialisme avec la République, avec les armes de la République, vous le combattez, me semble-t-il, au nom du blanc. Or, de même, que le communautarisme produit le racisme, le racisme ou la défense du blanc valide le discours communautaire. C'est un peu comme le yin et le yang, si vous voulez. Zemmour, me semble-t-il, est le nom d'une défaite maquillée en insurrection, d'un désir de croire qui se prend pour parole d'évangile, mais surtout d'un repoussoir qui, en réalité, est le carburant, l'alibi, l'aliment de ses adversaires dont il partage les méthodes, les manières, et d'ailleurs, c'est sur vous que s'appuient les identitaires, bien souvent, soit pour aller dans leur sens, soit pour vous adorer, soit pour vous détester. Il y a deux catégories d'identitaires, ceux qui vous adorent et ceux qui vous détestent. Mais ceux qui vous détestent s'appuient sur vous, ils ont besoin de vous, ils seraient perdus sans vous. Voilà, c'est ça que je voulais d'abord dire. Très bien, parce qu'en même temps, vous avez balayé toute l'émission d'emblée. Enfin, vous avez ouvert, donc c'est bien, je reconnais le professeur, et c'est bien agréable. Donc moi non plus, alors pour le même préambule que vous, mais moi en vérité, je pourrais le faire à chaque fois. Je n'ai rien contre les gens que je combats, rien personnellement. On a des désaccords, on a des confrontations, mais moi je n'ai pas de haine, j'ai de haine pour personne, contrairement au personnage qu'on a inventé à ma place. Je ne hais personne et voilà, simplement je défends des idées et j'estime que les idées de mes adversaires sont nuisibles à mon pays que j'essaye de défendre. Voilà. Maintenant, vous avez dit ce que vous pensiez selon la célèbre formule, de quoi j'étais le nom. Mais je serais bien incapable de vous renvoyer la balle. Parce que souvent. Comment? Vous l'avez fait souvent. Oui, non, je pense que... souvent dit, vous êtes l'élite mondialisée. Non, attendez. Non, parce que justement, je vais répondre à ce que vous avez dit. C'est en cela que je vous avais dit. Donc, moi, j'aurais du mal à... Parce qu'en fait, vous n'êtes le nom de rien. Et je dirais après, pourquoi? Vous êtes le nom de rien parce que vous voulez justement, c'est exactement ce que vous avez dit d'emblée, vous voulez au-dessus de la mêlée.
de ce que vous appelez les deux indigénismes, les deux identitarismes. En gros, l'identitarisme indigéniste, racialiste, etc., que vous combattez aussi, et je vous tout à fait, je vous le rends. Mais on le combat pas pour les mêmes motifs. Voilà, exactement. Attendez, justement. Et l'identitarisme, le mien, si j'ose dire, que vous condamnez, une espèce d'identitarisme franchouillard ou blanc, vous l'appelez comme vous voulez, et vous êtes au-dessus de la mêlée, à la manière de Romain Rolland pendant la guerre 14. Sauf que, vous savez, quand il y a la guerre, il faut finir par s'engager. Il faut finir par choisir son camp. Parce que sinon, on risque gros. Vous savez, pendant la guerre 40, il y en a un autre qui a essayé de refuser de choisir entre les gaullistes et les collabos parisiens, entre les Anglais et les Allemands. Il s'appelait Charles Maurras. Ça ne lui a pas vraiment coûté, ça ne lui a vraiment pas porté chance. Il a été condamné à mort à la Libération. Parce qu'à partir d'un certain moment, il faut choisir, quand il y a une guerre, son camp. Et si on ne choisit pas son camp, eh ben, on finit par être accusé d'avoir collaboré avec le vaincu. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Charles Maurras. Raphaël Enthoven. D'abord, on choisit toujours, Éric. Ne pas s'engager, c'est déjà s'engager. Quand on s'abstient, on vote pour celui qu'on aime le moins. On choisit toujours. C'est impossible de ne pas choisir. On ne peut pas ne pas choisir un camp. Les gens qui se donnent l'illusion d'être au-dessus de la mêlée sont des gens qui, se donnent un beau rôle qu'ils ne peuvent pas tenir. Les gens qui s'abstiennent, le meilleur exemple, c'est les gens qui s'abstiennent. Donc, on choisit toujours son camp. Donc, se mettre au-dessus de la mêlée, pour moi, c'est une illusion, si vous voulez. En revanche, c'est pourtant la vôtre. Non, je crois que vous avez mal saisi la position qui était la mienne. En fait, mon travail consiste à lutter contre la guerre, c'est-à-dire faire la guerre à la guerre, sans employer les mêmes moyens que la guerre. Pour cela, il consiste à substituer, c'est tout le sens de ma présence ici comme ailleurs, à substituer comme à la Convention de la droite où vous étiez aussi, bref, c'est tout le sens de ma présence en terrain inamical ou, disons, intellectuellement hostile. Lutter contre la guerre, c'est substituer le paradigme de l'opposition, c'est-à-dire où les gens, où deux vérités péremptoires se regardent en chien de faïence, s'aboient à la figure et où on compte les points à la fin en considérant que c'est le plus éloquent qui l'emporte, donc l'opposition, et lui substituer la contradiction, qui suppose que les uns et les autres pensent contre eux-mêmes et finalement mettent la vérité en partage, si vous voulez, un peu au milieu de la table, en espérant y apporter une obole. Et c'est plutôt cette façon-là de combattre qui est la mienne. C'est-à-dire que l'enjeu pour moi, c'est de transformer l'ennemi en adversaire. C'est la seule façon que j'ai trouvée de lutter contre la guerre. Il y a deux façons de l'emporter dans une guerre. La première, c'est d'écraser l'autre, c'est pas gagné. La deuxième, c'est de transformer l'autre en adversaire qu'on frappe au-dessus de la ceinture. C'est la façon que j'ai de travailler. Autrement dit, il ne s'agit pas pour moi d'être au-dessus de la mêlée, mais d'être au-dessus de la ceinture. Pourtant, votre slogan même que vous venez de choisir, la guerre à la guerre, ce n'est pas innocent. C'est un slogan pacifiste. Attendez, c'est très important parce que. Mais c'est très important. Non. C'est très important. C'est un slogan pacifiste d'après la Première Guerre mondiale, de l'entre-deux-guerres, et qui a mené où l'on sait. Parce que vous m'avez traité. Non, mais parce que vous m'avez traité à la télévision, pas en face de moi, mais ailleurs, de pétainiste. Oui. Et c'est très intéressant parce que qu'est-ce que c'est que le pétainisme ? Le pétainisme, c'est justement la paix, plutôt la paix dans la soumission que la guerre. Et qu'est-ce que c'est que le gaullisme ? C'est le contraire, c'est-à-dire plutôt la guerre, mais pour la liberté. Et encore, les pétainistes, en vérité, avaient plusieurs excuses. D'abord, on venait de prendre une raclée monumentale. Deuxièmement, on avait le souvenir de la boucherie de 14. Troisièmement, comme le reconnaît le général de Gaulle lui-même, et Pétain et même Laval essayaient en vérité de ruser avec les Allemands, comme l'avaient fait les Allemands eux-mêmes, vous savez, après leur grande défaite de 1806 à Iéna face à Napoléon, et de prendre leur revanche plus tard. Même le général de Gaulle reconnaît cette ruse. En vérité, c'est vous le pétainiste, vous comprenez ? C'est vous le pacifiste, mon cher. Mais oui, vous l'ignorez parce que vous pensez que Pétain, c'est une figure historique. En vérité, vous savez bien que c'est devenu une figure emblématique. Et c'est la conséquence du pacifisme. Et le pacifiste, c'est vous. C'est vous qui croyez qu'on peut éviter la guerre. C'est vous qui, vous savez, comme Julien Freund, vous connaissez sa fameuse formule, bien sûr. Vous croyez que c'est vous vous croyez que c'est vous qui allez définir à qui vous faites la guerre et qui vous ne faites pas la guerre. En fait, c'est celui qui vous fait la guerre qui vous définit et qui vous empêchera de cultiver votre jardin. Raphaël Enthoven, on vous fera la guerre et vous ne pourrez pas cultiver votre jardin. Est-ce que vous êtes pétainiste ?
Alors, je le découvre, je le découvre, mais en vertu d'une définition du pétainisme qui n'est pas la mienne, Mais on oui, ça ne m'étonne va pas revenir, on pourrait peut revenir, ça sur me le dérange pas. suicide français, etc. Mais en ce qui me concerne, c'est vrai, je l'avoue, je suis plutôt Paxton, Robert Paxton. Mais pas moi. Voilà, je sais bien que vous ne l'êtes pas. L'enjeu de Paxton ou Zemmour, c'est de savoir si Pétain a protégé des juifs ou si au contraire, des juifs français, tout à fait, ou si au contraire il a le pétainisme et ce que j'ai plutôt le sentiment, ce que je crois, ce que je pense, à la lumière des lectures que j'ai faites aussi, une lâcheté, une idéologie qui s'est greffée sur une lâcheté première, si vous voulez. C'est-à-dire une démission qui s'est servie d'une défaite pour faire passer le fiel, à mon avis, l'arsenic d'une révolution nationale, l'arsenic anti-républicain d'une révolution nationale. En cela, je me trouve assez peu pétainiste, si vous voulez. Mais bon, c'est peut-être un parce qu'on n'a pas la même définition du pétainisme, vous avez raison. C'est vrai, mais alors il y a encore juste un point, parce qu'on ne peut pas tout mélanger. La guerre à la guerre. La tradition dans laquelle vous inscrivez cette expression, et vous avez raison, est une tradition de pacifisme alignien, c'est-à-dire dans le sillage d'Alain, le grand professeur de philosophie des années 30, dont on a découvert ensuite d'ailleurs qu'il était antisémite et finalement assez nazi dans son esprit. Mais ça, n'exagérons rien. C'est non, mais c'est une autre histoire. L'antisémitisme n'est pas forcément nazi. Vous avez raison. L'antisémitisme n'est pas forcément d'extermination. C'est tout le problème de Vichy. Éric, il est antisémite, mais pas antisémite d'extermination. Le journal d'Alain est une chose terrible. Oui. On n'a pas le temps de revenir dessus maintenant. Mais Proudhon dit la même chose, il y en a beaucoup qui disent ça. Non, vous savez je bien. vous assure qu'il va plus loin. Mais enfin, c'était glaçant pour quelqu'un qui a lu Alain toute son enfance, qui a appris la philo en terminale grâce à Alain, qui a découvert Platon, Hegel et Comte avec Alain et qui soudain découvre ça sous la plume du même homme. Donc, pour moi, c'est absurde et surtout, le pacifisme d'Alain est un pacifisme qui a été ensuite dévoyé au profit précisément de la Révolution nationale. Donc, à aucun moment, si vous voulez, je ne peux me reconnaître dans cette tradition. L'expression « la guerre à la guerre » est une expression malheureuse, que je veux bien la retirer d'ailleurs, parce que, disons, pas la guerre à la guerre, je suis hostile à la guerre, et la façon que j'ai trouvé d'être hostile à la guerre, c'est de lui remplacer le combat. C'est de lui remplacer le combat au sens que la boxe peut donner à ça, voilà, ou le débat, le coup au-dessus de la ceinture. Éric Zemmour vous répond. Le combat des idées. Non, je répète. Pas de moi un pacifiste, collabo, Éric. Ça va pas marcher. Mais ça va pas prendre. Mais si, ça prend très bien, au contraire. Au contraire, ça prend très bien. Je suis désolé, justement, vous êtes obligé de retirer le slogan pacifiste, la guerre à la guerre, parce que vous avez bien compris que là, vous êtes enfermé là-dedans. Mais non, pardon, parce que ce que je dis quand je dis la guerre... Non, c'est vrai, vous avez raison. Mais ce que je dis quand je dis la guerre à la guerre, je ne reprends pas le sillage d'Alain. Je dis juste que je ne veux pas la guerre. Là où vous la souhaitez, c'est tout. Mais non. Bon. Alors, dire qu'il y a la guerre, ce n'est pas la souhaiter. Vous comprenez, il y a... quand elle n'est pas là, dire qu'elle est là, c'est la souhaiter. On va rester dans notre histoire. L'un après l'autre. On va rester dans notre histoire des années 20 et 30. Vous allez voir. En 1920, Jacques Bainville, le grand historien de l'Action française, écrit un livre qui répond à Keynes, qui avait fait un livre, vous vous souvenez, pour critiquer le traité de Versailles, pour dire que les Français étaient odieux avec les Allemands, etc. Et le Keynes avait écrit les conséquences économiques de la paix, et Bainville écrit les conséquences politiques de la paix. Bon. On est en 1920. Hitler n'est qu'un peintre du dimanche. Bon. Il l'explique dans le livre. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre absolument admirable. Non, je confesse. Alors je vous recommande de le lire parce que vous allez voir, vous allez être sidéré. Vous allez être sidéré. En 1920, il annonce tout ce qui va se passer dans les années 30. C'est-à-dire la remilitarisation de la Rhénanie, l'Anschluss, la Pologne, la Tchécoslovaquie. Vous voyez, tout. La Russie qui rentre dans Pologne, enfin un truc extraordinaire. On est en 1920. Mais au moment du traité de Versailles, des tas de bons esprits avaient déjà vu venir la catastrophe. Non, très peu. Il y a très peu, il y a Foch, il y a Foch, il y a Bainville, et il y a Mangin qui dit... C'est à Foch que je pense. Et il y a Mangin qui dit, ça va être une parenthèse, et Foch qui dit, mes enfants verront ça. Bon, ils sont pas nombreux, vous voyez, et bon, ils s'engueulent tous avec Clémenceau d'ailleurs. Bon. Et tout ça pour vous dire quoi? À l'époque, la plupart des gens, comme vous, des gens de gauche, mais oui, Raphaël Antoine, assumez vos étiquettes, assumez, vous n'êtes pas au-dessus de tous, vous n'êtes pas Dieu, vous ne planez pas au-dessus, vous avez des engagements, vous avez, je suis désolé, vous avez une culture politique et vous avez des réflexes politiques qui vous classent dans une famille politique historique. C'est quoi cette famille alors? La gauche modérée. Mais oui, que ça vous plaise ou non. Et je finis. À l'époque, tous les gens de gauche lui disent, c'est affreux ce que vous êtes un belliciste, vous voulez la guerre avec l'Allemagne, vous voulez les écraser, vous êtes un salaud, vous êtes un type d'extrême droite, etc. Et Bainville a cette phrase absolument magnifique, il dit « Les républicains », puisqu'à l'époque vous savez qu'il est monarchiste, donc les républicains ont coutume
de rendre responsables ceux qui prédisent les événements, de les rendre responsables de ces événements. C'est exactement ce que vous faites. Je dis qu'il va y avoir la guerre. Je dis c'est une catastrophe. Il y a une immigration débordante. Je dis le nombre est un problème énorme. Je dis l'islam est un problème et vous me dites mais c'est vous qui voulez la guerre. Mais je veux rien moi. C'est le monde qui est affreux. C'est le monde que des gens comme vous, des pacifistes comme vous nous préparez, qui est affreux, qui va nous mener à la guerre. On vous a entendu. C'est ça ce que je dis. Raphaël Enthoven, en quoi il ressemble à ses adversaires ? Tout simplement parce que les méthodes sont identiques. Parce que si vous combattez la République au nom, par exemple, de l'égalité entre les Blancs et les Noirs, une égalité dont on prétend qu'elle est imaginaire ou qu'elle est sur le papier et qu'en réalité elle n'est pas pratique et que vous le faites... J'ai dit ça ? J'ai pas dit ça. Ah bon, d'accord. Non, je voulais savoir. Je vais au bout de ma phrase, après vous m'interrompez. Je vous en prie. Et que vous prétendez contredire ce mouvement-là, ce mouvement délétère par l'introduction de quotas, par des béquilles anti-républicaines. Vous êtes hostile à l'idée républicaine, tout simplement parce que vous introduisez de l'inégalité en son principe. Si, à l'inverse, inversement, comme le fait Éric Zemmour, vous confondez la patrie et la tradition, vous confondez la couleur d'une peau et l'éthos d'un pays, ou bien vous confondez, ou vous déduisez tout simplement de la couleur d'une peau l'opinion qu'il faudrait avoir, vous dites, alors... Vous vous opposez en somme au racialisme indigéniste comme le blanc s'oppose au noir. C'est-à-dire, en fait, vous lui tenez la main. On disait ça il y a 20 ans de Michel Onfray et Christine Boutin, dont on disait qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. En somme, c'était l'époque où Michel Onfray était athéiste. Plus athée. Enfin, il l'est toujours, mais bref. Oui. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a là un jeu à somme nulle, ou à nulle somme, qui oppose deux discours dont la matière est antagoniste. On ne peut pas penser que vous pensez la même chose que Rokhaya Diallo, par exemple, non ? Mais dont la manière, elle, est étonnamment identique. C'est-à-dire en tenant pour une valeur en soi la couleur de la peau, ou en tenant pour une valeur en soi tel ou tel fait d'appartenance, ou bien par les méthodes, en faisant à l'autre le procès d'intention d'appartenir à je ne sais quelle tradition. En ce qui me concerne, en plus, vous êtes mal tombé. Mais en faisant à l'autre le procès d'appartenir... C'est pas honteux d'appartenir à des traditions politiques mais oui, mais c'est faux. Séculaires. Mais c'est faux. Mais c'est pas honteux. Il va vous répondre, Raphaël. Et le problème, juste là-dessus, bien sûr, je veux l'entendre, mais... Le problème, c'est la neutralisation du discours, Éric. Si quand vous dites quelque chose, je vous dis « Mais vous êtes un facho, vous êtes d'extrême droite, ce que vous dites, etc. » Ça n'a pas de sens. Je ne le dis pas. Si, là. vous le dites. Non, je dis mais si, quand vous êtes plus devant moi, vous dites « Il est pétainiste, il est la haine. » Non. Je suis désolé. Éric, je suis alors là, désolé. Oh, Après, le lendemain de mon discours, quand même, hein. le lendemain de mon discours à la Convention de la droite, c'est ce que vous avez dit dans l'émission de On n'est pas là pour faire le match retour de la Convention de la droite. Mon cher ami, on est resté. On devrait comparer nos deux discours de l'époque et on verrait qui avait annoncé ce qui s'est passé Messieurs, aujourd'hui. pas de match retour de la Convention de la droite. On est Très bien. d'accord ? Alors je continue. D'accord. Je vais répondre à votre question sur le fond maintenant. C'est-à-dire les deux identitaires, les deux identitaristes immédiats. Qui se regardent en chien de faïence. Et qui sont les mêmes en vérité. Qui sont les mêmes Non, j'ai pas dit que vous étiez les mêmes. Ah bon, d'accord. Alors Si, attention, c'est ce que vous avez dit. ça c'est... Non, pardon. J'ai pas dit que vous étiez les mêmes. Les deux faces d'une même pièce. Je pense que vous vous tenez la main. D'accord. Oui. Je pense que vous Alors, vous on va tenez... répondre. Et je pense que vous avez besoin l'un de l'autre. Effectivement. Ok. Vous êtes le repoussoir de l'autre. Alors, Éric Voilà. Zemmour. Donc, pour poursuivre sur ma comparaison, donc ceux qui s'opposent aux Allemands ont besoin des Allemands pour leur faire la guerre. Mais non. Et prennent les mêmes méthodes que les Allemands puisqu'ils font la guerre. Mais si. Bon. Mais quel rapport entre le Troisième Reich et quelqu'un et un citoyen français de confession musulmane? Quel rapport? Mais attendez, je vais y arriver. Quel rapport? Je vais y arriver. Je vais y arriver, c'est très simple. Je veux dire, je parle de la guerre. postulat de cette métaphore. Je parle de la guerre, sur cette métaphore de la guerre. Oui. Vous dites, on emploie les mêmes méthodes. Forcément, quand on fait la guerre à quelqu'un, on emploie les mêmes méthodes. Un soldat de la Wehrmacht, on lui fait la guerre. Un musulman en France, non. Attendez, j'ai pas fini. Bah oui. Bon. Je ne tue personne, hein. Donc je ne fais pas d'armes, je ne prends pas d'armes. Je Alors, prends on vous écoute, des armes rhétoriques. On vous écoute. Alors maintenant, sur les deux identitarismes, je reviens. Qu'est-ce que l'identitarisme décolonial, racialiste, etc. C'est un discours performatif. C'est dans la lignée de la déconstruction des années 60-70. C'est-à-dire que ces gens-là pensent que le discours va pouvoir inventer une réalité. À force de dire que la France est raciste, que la France est colonialiste, que la France est esclavagiste, ils se disent qu'on finira par le croire. Ça, c'est le discours identitaire, racialiste, que je combats, moi aussi, pas avec les mêmes armes que vous. Non. Et après, vous me dites, votre identité, c'est la même chose.
C'est tout le contraire. Non, je dis, oui, c'est le contraire. C'est le reflet. Non, attendez, non. Il termine, reflet inversé. C'est pas le reflet. Ensuite, je vous donne la C'est pas parole, le reflet. Raphaël Enthoven. Parce que mon identité, elle existe en dehors de l'identitarisme racialiste et indigéniste. Donc la différence entre eux et vous, c'est que vous dites la vérité et eux disent Non, pas faux, du c'est tout, ça pas du tout. C'est que moi, je ne suis pas ancré dans le discours, je suis ancré dans la réalité. C'est-à-dire une identité française qui existe depuis 1000 ans, qui s'est façonnée petit à petit, qui repose sur un peuple, sur un territoire, sur un mode de vie, sur une culture, bref, sur une civilisation. Et vous savez ce que disait Malraux de la civilisation. Qu'est-ce que la civilisation? C'est tout ce qui s'agrège à une religion. Et qu'est-ce qui s'agrège à la religion? La religion catholique en France et le christianisme en Europe. Quand Paul Valéry dit j'appelle Européens toute race et toute terre qui ont été romanisés, christianisés et qui ont subi la discipline grecque, il est quoi? Il est identitaire, Paul Valéry, ou il est universel? La vérité, c'est que même votre universalisme est identitaire, parce qu'il est appuyé sur un peuple, sur une histoire, sur un territoire. Vous savez, quand vous lisez Taine, Origine de la France contemporaine, il vous explique quelque chose de magnifique. Il vous dit, qu'est-ce que la France? La France, c'est le XVIIe siècle, c'est Descartes avec l'universalisme abstrait. Et après, il vous dit, au XVIIIe siècle, viennent Voltaire, Montesquieu, etc., qui font parler les Persans, les Hurons, comme des hommes du XVIIIe siècle, en 1750 à Paris, et personne ne s'en étonne. Et il vous dit, l'universalisme et l'abstraction, c'est ça la France. Donc votre universalisme, votre abstraction, c'est franchouillard, mon cher Enthoven. C'est ça votre problème. C'est le comble de la francité. Et ça, vous ne voulez pas le voir. Alors, il va vous répondre. C'est pas que je Qu'est-ce voulais que pas la le voir. France? Mais si, vous voulez pas le voir, vous voulez pas Qu'est-ce que l'admettre. la France? Eric, c'est pas que vous voulez pas le voir, je vous jure, j'ai 44 ans, vous êtes la première personne à me traiter de pétainiste franchouillard. Donc c'est parce que là pour ça. Justement, c'est parce que jusqu'ici Vous avez très bien compris. Personne ne m'avait ouvert les yeux sur cette réalité. Eh C'est oui, pas mais moi je qui veux pas le suis voir. là pour ça. C'est juste que jusqu'ici on me l'avait jamais dit. Et voilà. Il y a deux façons d'être fier d'être français. En fait, c'est ce que dit Eric et c'est là que nous sommes, je crois, en désaccord. La France. Taine, naturellement, Paul Valéry, Stendhal, ce que vous voulez. La France est un pays sublime et hideux parfois. C'est le pays de Taine, de Paul Valéry, du Bourgogne, du Camembert, de Descartes et de Stendhal. C'est aussi le pays de Pétain, de Le Pen, de la colonisation, de l'affaire Dreyfus. Mais... Je veux dire... Je vous écoute. D'abord, moi. Je vous écoute, je dis rien. L'un après l'autre. Je dis rien. C'est pour ça qu'à mon avis, l'expression fier d'être français n'a aucun sens, à moins de ranger dans la colonne, dans une certaine colonne, les raisons d'être fier, et dans une autre, les raisons d'avoir honte, en espérant que ça penche du bon côté, si vous voulez. Il n'y a pas de fierté française, encore moins de fierté blanche. Être français n'est pas un bien en soi. C'est pas un égo trip. La francité n'est pas une minorité. Et en parlant, et le discours identitaire qui est le vôtre, fait tant à faire, je trouve, de la francité une minorité, c'est-à-dire une fierté. Parce que si la francité devient une minorité, devient une fierté blanche, par exemple, ça signifiera tout simplement que notre société s'est dégradée en communauté ou en tissu de communauté, à l'intérieur desquels la fierté d'être français figurera comme une parmi d'autres. La seule façon pour moi de sauver l'expression ou de dire qu'il y a un sens à être fier d'être français, ça n'est pas de défendre une abstraction, bien sûr, mais c'est se souvenir que par le génie de quelques hommes, et là je pense qu'on sera peut-être d'accord, par la grandeur de César, la France soutient des valeurs qui vont au-delà d'elle-même. Toute la question est de savoir si on adhère à la liberté, l'égalité, la fraternité parce qu'on est français, ou si on est fier d'être français parce qu'on adhère à la liberté, l'égalité et la fraternité. Au moment, je termine juste sur cette anecdote parce qu'elle est intéressante. Parce qu'il y a beaucoup de points pour vous répondre. Bien sûr, mais un point qui, je crois, les résume tous. Au moment de la création du ministère de l'identité nationale, le fameux ministère de l'identité nationale, Nicolas Sarkozy avait déclaré que c'était absurde, cette polémique était absurde parce que l'identité nationale, c'était la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais en faisant précéder l'amour de l'identité nationale de l'amour de ses principes, qui accidentellement était cela, il faisait valoir, comment dire, un attachement tellurique à la nation en amont de l'attachement à ses principes. En gros, la fierté d'être français n'est pas une affaire d'enracinement, c'est une affaire de déracinement et une capacité à penser au-delà de soi. Et le déracinement, Eric, c'est pas l'abstraction, le déracinement. C'est le cœur de notre désaccord. Et là, là, vraiment, alors là, on est au cœur du cœur. Ah oui. Celui qui bat à gauche. Comment? Celui qui bat à gauche. Non. D'abord, un préambule. Ouais. Mais je suis obligé de faire des préambules comme ça parce qu'on me prête 10 000 intentions. On est là pour tout entendre. C'est expliqué. Évidemment que l'homme est l'homme partout. Évidemment que nous sommes tous des fils d'Adam
On le sait depuis le christianisme, c'est vieux comme le monde. Attention, on va vous accuser d'universalisme désincarné. Mais c'est pour ça que je le dis. Évidemment que tous les hommes ont 2 pieds, 2 jambes, 2 bras. Dites les hommes et les tête. femmes aujourd'hui, Eric. Les hommes et les femmes, allez. Les femmes et les hommes, plutôt, même. Et vous voulez. Allez-y. Bon, d'accord. C'est une évidence. Ok. C'est bien, ça, c'est bien de le dire. Mais oui, mais parce que je suis obligé de le dire, parce que pour moi c'est évident, et après on me dit, mais pourquoi tu l'as pas dit Voilà. Allons-y. Bon, alors on plante bien le décor. Voilà. Donc le décor, c'est l'homme et l'homme. Exactement. Bon. Mazel tov. Sauf que cet universalisme ne résume pas la question. Elle ne réduit pas les différences. Elle ne réduit pas les différentes cultures, les différentes traditions, les différentes civilisations. Je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'une civilisation? Ce qui s'agrège à une religion. Les religions, les peuples, les couleurs de peau, etc., etc. Tout ça fait des différences, la fameuse diversité, mais tout ça fait pas seulement des différences, elle fait des confrontations, elle fait des affrontements. Bref, on peut tenir un discours universaliste, mais encore une fois, c'est le discours du christianisme depuis 2000 ans, et en même temps, bien comprendre que nous sommes, et qu'il y a toujours eu, des conflits de civilisation. Je pense, si vous voulez, que l'on vit le renouveau de ce conflit de civilisation. Si vous voulez, il y a un texte magnifique, je ne sais pas si vous connaissez l'historien René Grousset, vous savez, qui était spécialiste de l'Orient, spécialiste aussi des croisades, vous voyez, des thèmes très différents. Je crois que c'est lui qui a Continue à me citer des historiens que je ne connais pas. Je vous assure. Je vais prendre des philosophes qui bossent sur des queues de mais moi, je XVIIIe. n'ai pas votre culture philosophique, donc j'ai une culture historique. Ça, je suis d'accord. Voilà, je connais mes limites. Chacun ses forces. Voilà. Et qu'est-ce qu'il explique? Non, mais vous allez voir, ça va vous intéresser. René Grousset, donc. René Grousset, remarquable. Il explique que, si vous voulez, entre l'Orient et l'Occident, c'est un combat millénaire qui a commencé avec l'attaque du grand Alexandre le Grand, contre les Perses, etc. Et que l'Orient n'a eu de cesse que de prendre sa revanche. Et que chacun son tour, si vous voulez, il y a eu les légions romaines, il y a eu, vous voyez, après il y a eu Napoléon en Égypte, après il y a eu la colonisation, etc. Et que, en face, ils ont cherché tout le temps le bon porte-drapeau, le bon étendard pour arriver à combattre l'Occident. Et je pense qu'aujourd'hui, et Grousset dit, depuis le 7e siècle, l'Orient a trouvé, c'est l'islam. Et donc il y a dans ce combat entre l'Occident chrétien et l'Orient musulman quelque chose d'intemporel qui a 1000 ans. C'est pas moi qui l'invente. Je dis pas ça parce que je n'aime pas les musulmans c'est ridicule tout ça. C'est un truc historique. René Grousset écrit ça dans les années 50. Vous comprenez? Donc le problème n'est pas là. Et vous, quand vous dites universalisme, comme d'autres jetés comme des cabris en disant l'Europe, vous ne réglez rien. Ne réglez rien parce qu'il y a des conflits de civilisation et c'est comme ça, il faut les accepter. Après, c'est ce que je vous ai dit au début, il faut savoir dans quel camp vous êtes. Tout dépend de ce qu'on entend par conflit de civilisation. Si le conflit de civilisation oppose 2 nations, alors on est dans votre paradigme. En ce qui me concerne, le conflit de civilisation oppose la civilisation à ce qu'elle n'est pas, à ce qu'une civilisation n'est pas. Vous avez cité René Grousset, je vous cite un autre inconnu, Albert Camus, dans les lettres à un ami allemand. Albert Camus écrit à son ami allemand qui est convaincu par le nazisme, il lui dit la différence entre vous et moi en substance, de mémoire, ça n'est pas la différence entre la France et l'Allemagne, c'est la différence entre la justice et l'injustice. Autrement dit, derrière l'affrontement qui oppose 2 nations, 2 pays, il y a un affrontement entre 2 principes. Et perdre ça de vue, c'est, à mon avis, enfoncer l'histoire dans une querelle sans fin entre des nations qui n'ont pour elles-mêmes que l'orgueil d'être elles-mêmes. Vous avez parlé tout à l'heure dès qu'on parle d'universel, vous faites le procès de l'abstraction, Eric. Citons un auteur que peut-être vous aimez bien, qui est Montaigne. Montaigne, et c'est un lieu commun de le dire, dit « Je porte en moi la forme entière de l'humaine condition ». Il avait le sentiment qu'en se décrivant dans les moindres détails, paradoxalement, en s'épousant, en se décrivant en détail, il allait toucher d'autres cœurs que les siens. Le chemin vers l'universel, c'était pas l'introspection, mais la connaissance de soi. Et c'est le même homme qui élabore ensuite, dans son chapitre sur les cannibales ou sur les coches, à d'autres endroits des essais, un universel qui est aux antipodes de l'incarnation. Parce que
l'exemple des cannibales est très intéressant. Les cannibales arrivent en France. Les gens disent c'est horrible, ce sont des cannibales. Et Montaigne dit mais enfin attendez, il y a quand même une différence entre. Enfin, la différence entre eux et nous, c'est que nous on fait brûler des gens vivants parce qu'ils n'ont pas la même religion. Eux, ils font brûler des gens morts pour les manger. Ils sont pas de pire compagnie que ce que je veux dire ici. J'ai bien compris. Lévi-Strauss reprendra la même comparaison. Lévi-Strauss reprendra la même comparaison. Je le dis pour nos spectateurs, les gens qui regardent ça. Je dis juste que ce à quoi Montaigne donne le jour à ce moment-là, c'est à une défense de l'universel qui ne bascule pas dans l'abstraction, qui ne fait pas l'économie des différences, des singularités, des traditions, des cultures, même des plus indigestes, si j'ose dire. On est ici... Parler d'universel, ça n'est pas être dans la stratosphère, aux antipodes du monde, c'est juste maintenir vivace l'idée que par-delà ce qui nous distingue, il y a politiquement, et c'est ça qui compte, ce qui nous identifie. Je vais essayer de répondre à tout parce que je n'ai pas répondu à une partie de votre précédente intervention et je tenais à y répondre. J'ai oublié la partie à laquelle vous n'avez pas répondu. J'espère que je vais m'en souvenir. Essayons de faire dans l'ordre. Camus, ce n'est pas l'opposition entre la France et l'Allemagne, c'est entre deux principes. Ouais. Je ne suis pas d'accord. Ben, je sais. C'était un conflit entre la France et l'Allemagne, un conflit qui s'est réglé par la défaite des deux. Mais nous avons perdu en 40, ils ont perdu en 45. C'est tout. C'est tout. Oui, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. En 39-45, c'est ça qui s'est joué. C'est la France contre l'Allemagne. Pour moi, oui. Je vais vous dire ce qui s'est joué. C'est que depuis 1000 ans, dites-le-moi, en Europe, il y a un pays qui tente d'unifier le continent. Et à chaque fois, l'Angleterre casse cette volonté d'unification. Elle a cassé l'Espagne de Charles Quint avec la Grande Armada. Elle a cassé Louis XIV, puis Napoléon. Donc c'était l'hégémonie française. Le grand projet et elle a cassé l'Allemagne wilhelmienne en 14 qui allait prendre l'hégémonie sur l'Europe, et elle a fini par casser, après avoir soutenu l'Allemagne jusqu'en mars 1939, jusqu'à la prise de Prague par Hitler, les Allemands contre nous, parce qu'elle pensait que c'était nous le danger. Alors là, je peux vous faire 10 émissions. Il y avait une je finis. Parce qu'il y avait une tradition de l'acheter en Angleterre. J'ai pas fini. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça la Seconde Guerre mondiale. C'est la fin de cette histoire de 1000 ans et qui a fini par la défaite des trois, c'est-à-dire les Anglais, les Français et les Allemands, au bénéfice des Américains. Pour moi, en tout cas, cette Seconde Guerre mondiale, c'est la fin de cette histoire-là. Mais je veux bien comprendre ce que vous dites. Non, mais je questionne même. Mais j'ai pas fini de vous répondre. Alors, juste un peu. Mettons-le comme une parenthèse. L'Angleterre a perdu la guerre ? Oui. D'accord. C'était ma question. Non, mais vous avez raison. Pas d'autres questions, votre honneur. Je vois l'ironie. C'est bon. Elle a gagné la guerre en 40 et elle a gagné la guerre en 45. Évidemment. Et en contrariant le projet hitlérien, elle a perpétué une ambition millénaire qui était d'empêcher l'unification de l'Europe. Oui, sérieusement. Bien sûr. Comme elle a empêché l'Allemagne en 14, comme elle a empêché la France en 1810, comme elle a empêché la France en 1700, comme elle a empêché l'Espagne avant. Oui, sur le plan stratégique, c'est évident. Je ne parle pas d'idéologie. Et maintenant, pourquoi elle perd l'Angleterre après ? Parce qu'elle gagne la guerre, évidemment. Je ne suis pas un bonnet. Mais en revanche, elle perd son empire. Et elle perd son empire parce qu'elle est tellement affaiblie qu'elle ne peut plus le défendre. Et que quand l'Angleterre perd son empire ? Bien après la guerre. Et quand Churchill, elle perd l'Inde dès 47. Bon, quand Churchill va voir Roosevelt en 41 et qu'il lui 40 et en 41 et quand il l'appelle au secours et que Roosevelt, qu'est-ce qu'il lui dit Roosevelt ? Il lui dit d'accord mon coco, je te donne les armes, mais en échange ton empire c'est terminé. Et c'est fini l'Angleterre. Elle est morte de sa victoire. Comme la France est morte de sa victoire en 14-18, mon cher. Ça, c'est l'histoire. Mais passons. L'universalisme. Je continue. Parlons d'universalisme. Non, mais l'universalisme. Il y a... Qu'est-ce qu'on entend par universel, Éric ? L'universel, c'est la volonté de dépasser les identités enracinées, vous l'avez dit vous-même. Donc je le prends à votre sens. Pas de les dépasser. Si, de les dépasser, excusez-moi. Pas de les dépasser. Au-dessus, on voit bien que pour vous, c'est médiocre, l'enracinement. Pas du tout, pas du tout. Mais c'est pas vrai. Que c'est barésien. Je n'ai rien dit, mais je n'ai rien dit de tout ça. Mais c'est ça que vous pensez. Mais ça, c'est pratique. Dites-moi ce que je pensais et critiquez ce que vous avez décrété que je pensais. C'est pas juste. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous l'universel, pourquoi vous dénoncez l'identité alors ? Si c'est pas en dessous de je dénonce le fait. Je ne dénonce pas l'identité comme telle, même si on pourrait beaucoup parler de l'identité
l'identité comme illusion métaphysique, c'est un sujet passionnant, c'est une autre affaire. Absolument. Mais je ne dénonce pas l'identité comme telle, je dénonce le fait que l'identité d'un individu devienne l'alpha et l'oméga de son existence et lui fournisse un horizon. Je ne dénonce pas le fait que nous ayons des identités ou des histoires ou des traditions, je dénonce le fait que ces traditions l'emportent sur la rationalité et, en l'occurrence, le respect qui est dû à chacun séparément de l'identité qui est la sienne. À aucun moment, je ne nie le fait que nous soyons différents. Je ne veux pas faire de cette différence un critère légal, c'est tout. J'ai compris. Éric Zemmour. Vous avez cité tout à l'heure Montaigne, avec les anthropophages et... Les cannibales. Cannibales. Pour les gens qui nous regardent, c'est le chapitre 31 des essais, c'est important. Et je vous ai dit, vous êtes d'accord, Lévi-Strauss a repris la même comparaison. Oui. Pourquoi ces deux personnes... Lévi-Strauss, il y a des textes très islamophobes de Lévi-Strauss, vous les connaissez? Mais bien sûr. C'est pas le moment, avançons. Mais c'est la vérité. Non, c'est pas le moment, vous avez raison. C'est les dernières pages de Tristotropique. Ce sont des pages absolument admirables. J'étais sûr que ça vous plairait. Bien sûr, c'est pas grave. Il a tout compris à l'islam, en religion totalitaire. On peut avancer. Mais c'est Lévi-Strauss, ma chère. C'est bien, j'aurais pas dû dire ça, c'est de ma faute. Bon, Je continue. Pourquoi disent-ils ça? Ils disent ça parce que les Européens arrivent avec leurs gros sabots et vont détruire ces cultures. Et ils disent aux Européens dont ils sont, faites attention, ces hommes-là sont des hommes comme vous, leur culture vaut bien la vôtre, et vous allez les écraser parce que d'abord, vous êtes plus nombreux, la démographie, et deuxièmement, vous avez une technique d'avance. Vous avez des armes à feu, etc. Vous avez des chevaux, ils ne connaissent pas les chevaux, ils ne connaissent pas les armes à feu, et vous allez les détruire. Ce qui s'est passé en Amérique du Sud, etc., et en Amérique du Nord. Voilà pourquoi ces gens-là disent « Attention, il y a une diversité humaine, respectez la diversité humaine ». Je vais vous dire. Pourquoi je vous parle d'identité aujourd'hui? C'est parce que c'est l'identité française qui est en train de mourir. C'est l'identité française héritée de nos parents, de nos grands-parents, l'identité française que vous voyez dans les livres d'histoire, l'identité française que vous voyez même dans les films encore des années 60-70. Regardez un film de Sautet. On n'est plus dans la même France. C'est terminé. Nous avions une France universaliste, oui, mais appuyée sur son identité chrétienne. Vous connaissez la fameuse phrase de De Gaulle, évidemment. Il est bon qu'il y ait des Français bruns, noirs et jaunes, mais il faut qu'ils soient une minorité, car nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. Je ne dis pas ça pour dire qu'il ne doit pas y avoir des noirs et des jaunes, etc. Moi-même, je suis, comme vous, ma chère Christine, du dehors. Je suis moi-même un Français de branche. Donc je ne vais pas faire le malin en jouant au Français de souche et en racontant que mes ancêtres étaient aux croisades. Ça serait ridicule. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là que ça plaise ou non, une civilisation repose sur un terreau d'un peuple. Et ce peuple, le peuple français en l'occurrence, il n'a pas bougé entre le 9e siècle et le 19e siècle. Et même, en vérité, puisque à partir de la fin du 19e siècle, à partir de Napoléon III, on voit une immigration belge, italienne, russe, espagnole, tout ça, c'est des Européens chrétiens. Et donc, en fait, l'identité française, elle est stable du 9e siècle aux années 70 avec le regroupement familial. Et aujourd'hui, c'est cette identité française qui est en danger. Quand vous voulez m'enfermer dans les blancs, mais c'est pas moi qui m'enferme dans les blancs d'ailleurs. Pour les antisémites, je ne suis pas blanc. Bon, vous voyez, donc c'est simple. En revanche, les indigénistes, eux, ils veulent détruire les blancs. Parce que c'est eux qui inventent les blancs. C'est pas les blancs français qui inventent les blancs, c'est leurs adversaires. Et quand ces gens-là sont en danger de mort, et ben là effectivement, ils s'enferment dans l'identité que les autres ont désignée pour eux. Il nous reste une vingtaine de minutes à peu près. D'accord, mais c'est très intéressant parce que là, on est vraiment là, à mon sens, pour le coup, au cœur du débat. Qu'est-ce qui fait d'un individu qu'il se sent blanc ou qu'il se sent noir? Est-ce que c'est le regard de l'autre ou est-ce que c'est le sentiment qu'il porte en lui-même? Bien sûr. Alors, la thèse de Sartre dans les questions sur elle est fausse. Les réflexions sur la question. D'accord. Enfin, elle est partielle. Allez. Je vais la formuler. Vous pourrez ensuite dire que Sartre a tort. La thèse de Sartre est de dire dans ses réflexions sur la question juive que si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait. C'est-à-dire que c'est le regard de l'antisémite qui définit le juif, qui donne au juif le sentiment d'être juif. Et je dis que c'est faux.
Raymond Aron lui-même a pu dire « Je suis le juif de Sartre », puisque c'est moi-même qui ai raconté cette histoire à mon petit camarade. J'arrivais en seconde et dans le lycée, j'avais un prof d'histoire anti-Dreyfusard qui m'a traité de youpin. Je ne savais même pas que j'étais juif, j'étais un petit Versaillais. J'ai découvert que j'étais juif par le youpin de mon prof d'histoire. Autrement dit, c'est l'idée classique selon laquelle votre identité, ou celle qu'on brandit, ou le stigmate qu'on retourne, en somme, a été produit par celui qui vous déteste. Ce discours-là, Éric, que vous tenez à propos du blanc, est exactement le discours que les indigènes tiennent à propos du noir. Je dis juste ici, je ne veux qu'observer cela. Encore une fois, je reprends la distinction de Montaigne entre la matière et la manière. La matière, naturellement, de vos discours est antagoniste, mais la manière est exactement la même. La méthode, alors là, pour le coup, exactement, c'est beaucoup dire, c'est la même. Il y a une gémellité dans la façon que vous avez de vous sentir blanc en disant « je ne suis pas essentiellement blanc, j'ai été désigné comme blanc par des gens qui veulent tuer les blancs », ressemble, mais comme deux gouttes d'eau, comme le blanc et le noir, à ceux qui disent « je ne suis pas noir, je ne suis pas en train de dire qu'être noir est une fin en soi, mais je réponds aux racistes comme Zemmour qui disent que c'est la même chose. Mais mon cher Antoine, il y a une différence. Dites-moi. Il y a une différence. Laquelle? C'est qu'il y en a qui sont là depuis 1000 ans et qui ont fait le pays. Et qui ont fait le pays. Donc la seule différence entre vous et les indigènes, c'est le fait que vous êtes là depuis 1000 ans. Pas moi. Oui. Mais moi, j'ai l'honneur de m'agréger, comme disait, vous savez, c'est la réponse du Sanhédrin à Napoléon en 1807. Les Juifs veulent s'agréger à la nation française. Oui, mais s'agréger à la nation française. C'est la tradition, c'est l'histoire, oui, c'est le terroir, la tradition, qui c'est fait la l'histoire, différence. c'est la culture, c'est la civilisation, je vous le répète. Et parce que votre universalisme, je vais vous dire... Donc alors attendez, pardon. Comment vous pouvez dire... Attendez. Non mais comment vous pouvez dire à la fois Oui. qu'on a l'identité de blanc que quelqu'un qui veut tuer les blancs nous a donnée, et dans le même temps que, en tant que blanc, on relève d'une tradition millénaire. Mais oui, bien de sûr. deux choses l'une. Mais non, pas soit du tout. on est fier d'être blanc parce qu'on Mais relève non. d'une tradition millénaire, Mais parce soit on que- est fier d'être blanc parce qu'on se sent menacé à ce titre. C'est pas la même chose. Mais non, On peut pas essentialiser le blanc tout en disant le blanc est réactif non, mon cher. parce qu'on le déteste. Non, Éric je vous ai répondu. Je vous ai répondu, il y a une civilisation qui repose sur des critères culturels et aussi ethniques. Sauf que, justement, cette civilisation chrétienne, gréco-romaine, blanche, tout ce que vous voulez, elle est ouverte. Elle est ouverte par la culture, c'est son génie. C'est pour ça que je vous dis, moi, je suis un Français de branche, je ne me prétends pas un Français de souche, mais je suis rentré dans la France par la culture, par l'histoire. Et c'est ça, être Français. C'est penser, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, et je ne vous ai pas pu vous répondre. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Vous avez dit que dans l'histoire de France, il y a des bons côtés et il y a des côtés affreux. Faut-il tout Et ça, assumer c'est- ça, justement dans c'est- ça, l'histoire c'est- alors, Moi, ça, je ne c'est suis très pas d'accord important. avec vous. Moi, je Il n'y a reprends... pas de mauvais côté en France ? Je reprends le mot. Vous savez, quand Napoléon arrive au pouvoir, il dit de Clovis au comité de salut public, j'assume tout. Oui, mais il y a une Alors, chose est faut-il d'assumer. tout assumer Ah non, mais attendez. Donc moi, j'assume Dans tout. notre histoire. Et comme disent les Anglais, my country, c'est my country. Ok, je Alors, peux Raphaël Antoine, Pardon, à vous. alors, Faut-il tout assumer dans notre J'ai histoire pas fini. Alors, Non, j'ai terminez, pas fini parce que je excusez-moi. continue. Non, parce que j'ai répondu tout à l'heure. Et l'universel, vous savez, il y a comment dire, dans Renan, il explique très bien que l'universel, les nations, c'est un peu quelque chose d'enfermé dans son identité, etc., ce que vous dites. Et il dit, c'est mieux, bien sûr, d'être dans l'universel, de comprendre toutes les cultures, les civilisations, etc. Et puis il ajoute, mais l'universel, c'est très dangereux. Et il donne des exemples. Il dit, à chaque fois qu'un peuple est sorti de lui-même pour arriver à l'universel, il a perdu au moins sa liberté, pour ne pas dire la vie. Et il donne des exemples. Il dit par exemple le peuple d'Israël avec le monothéisme, la Grèce avec la démocratie, les Allemands avec Luther, la réforme de Luther, et il ajoute la France révolutionnaire avec la déclaration des droits de l'homme. L'universalisme des droits de l'homme est à la fois ce qu'il y a de grandiose chez les Français, puisque c'est hérité de la tradition chrétienne, etc., de l'universalisme chrétien, et c'est en plus libéré de la tradition chrétienne, et en même temps, c'est un danger de mort, parce que justement, ça ne respecte plus l'identité de la France. Renan. Alors, il nous reste 15 minutes à peu près. Faut-il tout assumer dans notre histoire Ben oui. Et ensuite, un mot de la République. Qu'est-ce que la République pour Oui, terminer mais il y a deux choses, évidemment. L'homme d'État qui dit « j'assume tout » n'est pas un homme d'État qui dit « je valide tout » ou « j'applaudis ». Si. Il n'a jamais critiqué Robespierre, par Je exemple. réponds. Je peux Pardon. C'est pour- Il y a des tas de gens très bien qui n'ont pas critiqué Robespierre, Absolument. ils n'ont pas raison pour autant. c'est sûr. Prenons un exemple. Par exemple, Willy Brandt. Willy Brandt, premier chancelier ouest-allemand, magnifique, qui au moment de l'ost politique s'agenouille devant un monument aux morts,
victime de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre d'une politique diplomatique, etc. Mais enfin, c'est un geste d'homme d'État qui reprend à son compte, qui assume les crimes qui ont été ceux de son pays, de la même manière quand Chirac fait valoir, dans son fameux discours du Veldiv, que la France doit endosser cette responsabilité. Il assume, ça ne veut pas dire au contraire, c'est même le contraire, ça ne veut pas dire qu'il le valide, ça ne veut pas dire qu'il le justifie, ça veut dire qu'il le reconnaît. Quand il dit « j'assume tout », il ne dit pas « j'approuve tout », il dit « je reconnais ». Tout. Ce qui est très différent. Qui aime le mieux son pays? Qui aime le mieux la Russie, par exemple? Est-ce que c'est celui qui interdit qu'on dise du mal du dirigeant Poutine ou qui valide le révisionnisme poutinien qui voudrait faire de Staline un grand homme? Ou est-ce que c'est celui... Ou est-ce que c'est celui qui s'en prend à ce que la Russie a pu faire d'ignoble pendant la guerre ou à la façon dont ils ont traité les Tchétchènes? Qui aime le mieux la Turquie? Est-ce que c'est celui qui parle du génocide arménien ou est-ce que c'est celui qui brûle des kiosques quand on montre Erdogan en dictateur? Qui aime le mieux la France? Est-ce que c'est celui qui reconnaît les crimes de Vichy ou les crimes de la colonisation? Ou est-ce que c'est celui qui... parce qu'il assume? Ou est-ce que c'est celui qui le nie en considérant que c'est mal aimer son pays que de vouloir en manifester les zones d'ombre? Il y avait ce débat en Amérique au moment du joueur de foot Colin Kaepernick. Quand il s'est agenouillé, il a dit « Moi, je ne suis pas anti-américain, je ne déteste pas mon pays, mais je veux faire valoir qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. » La réaction de Trump était de dire « Virez ce fils de pute », l'expression était de lui, et il avait le sentiment, en le faisant, de défendre son pays. On défend mal son pays quand on nie ce qu'il a d'ignoble. Voilà. Et on l'assume, justement. Je vais vous répondre. D'abord, c'est amusant une semaine après, vous vous souvenez, Bernard-Henri Lévy était là la semaine dernière, et il m'a sorti le même exemple de Willy Brandt. Donc, voyez, il arrive qu'on soit d'accord. Oui, voilà, vous êtes le petit frère ou le je suis ni l'un ni rien de tout ça, mais il arrive qu'on soit d'accord. Quand Willy Brandt s'agenouille, Willy Brandt qui s'agenouille, c'est une image universelle. Non, mais je voulais pas vous vexer. Mais il n'y a rien de vexant là-dedans, au contraire. Alors, je vais vous dire, il s'agenouille pas. Il s'agenouille parce que lui a été en plus un anti-nazi militant. Mais c'est surtout que, tout simplement, l'Allemagne a perdu la guerre. Mais non. Et que celui qui perd la guerre, mais si, je suis désolé de vous le dire, vous ne voulez pas voir les rapports de force. Et maintenant, je vais vous dire, moi j'étais hostile au discours de Chirac sur le Veldiv. Vous le savez, à l'époque, je l'ai écrit. Pour deux raisons d'ailleurs. Il assume. Non, il assume rien du tout. Ah, voilà, donc lui, il assume pas. Il assume, mais il critique. Eh ben oui, c'est ça, assumer. Il critique à tort. Il critique à tort. Il critique à tort. Parce que je suis désolé. Il critique à tort. Oui, il critique à tort. Si la France n'avait pas perdu la guerre, il n'y aurait rien eu de tout ça. Donc ce n'est pas la France qui est responsable. Et en plus, accessoirement, il détruit la légende gaulienne. La Révolution nationale, c'est juste la défaite. Il détruit la légende gaulienne. La Révolution nationale, c'est juste la défaite. Il n'y a pas un arrière-fond idéologique derrière. Il n'y a rien qui précède ça. Il y a toujours un arrière-fond idéologique. Donc c'est pas juste la défaite, la Révolution. Mais s'il n'y avait pas eu les défaites, il n'y aurait pas eu la politique. Révolution nationale. Non mais d'accord, ok, d'accord. Et la défaite, c'est la défaite de la République, mon cher Antoine. Oui, mais ce qui a donné. C'est la République qui a perdu. C'est pas la Révolution nationale. La troisième. Et je vous signale que la tradition dont vous parlez, qui justement, que vous visez avec l'Action française, etc., des années 20, je vous ai parlé de Bainville tout à l'heure. Vous allez me dire que c'était des grands résistants. Pas du tout. Ah bon. Je vous le dirai après. D'abord, si les républicains pacifistes comme vous avaient écouté, avaient écouté ces gens-là, on serait rentré dans la gueule des Allemands en 1936, quand Hitler n'avait pas d'armée. Or, les pacifistes disaient « mais non, surtout pas, en fait, ils ont beaucoup souffert et il faut surtout pas les taper ». C'est ça le pacifisme. Bon, maintenant, je continue sur mais c'est pas juste ça, parce que c'est pas juste, il faudrait des heures. Mais si c'est juste, excusez-moi. C'est pas juste ce que vous dites. Vous faites à votre interlocuteur le procès de penser ce qu'il ne pense pas. Mais si. Alors c'est facile de décréter ce que je pense et d'en faire la critique ensuite. Mais pas du tout. Vous me traitez de pacifiste, démissionnaire. Depuis le début, vous êtes pacifiste. Mais je ne suis pas pacifiste. Mais si. Par exemple, dans l'entre-deux-guerres. C'est pas une insulte? Merci. Non, alors c'est pas une insulte, mais dans l'entre-deux-guerres. Ça nous a amené à la catastrophe. Mais dans l'entre-deux-guerres, cette position-là nous a objectivement amené à la catastrophe. Voilà. Il y avait une seule personne dans l'entre-deux-guerres, dès 1933, pour aller voir le sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Jean-Joseph Paganon, qui n'est connu que grâce à ça, c'était Raymond Aron, pour lui dire il y a des autodafés en Allemagne, il faut absolument se remilitariser. Je vous répète que l'Action française le dit depuis 1920 et que la différence, c'est que l'un voit ça parce que c'est des nazis, alors que l'autre a compris que c'est l'Allemagne qui voulait prendre sa revanche. Il était lecteur en Allemagne et qu'il a vu les premiers autodafés. Je sais,
Mais d'abord, il est trop jeune à l'époque. Donc avant. Donc, il n'est pas trop jeune, il a 25 ans, il voit tout ce qui se passe, il rentre à Paris. Je parle d'avant. Ah oui. Et je vous dis, le problème, c'est que vous voyez que c'est simplement le nazisme. La vérité, c'est que c'est la question de l'Allemagne que vous ne voulez pas voir. Mais c'est ça notre désaccord. Le nazisme est une chose plus grave que l'Allemagne. Mais le problème, ce n'est pas le nazisme. Enfin, c'est pas le nazisme. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai une dernière question. Le problème, c'est l'Allemagne à l'époque. C'est ça que je veux dire. J'ai une dernière question, messieurs. La République est aujourd'hui le régime politique le plus répandu dans le monde, environ 150 pays. En France, la République a toujours été liée à la démocratie, s'opposant d'ailleurs à l'origine à la monarchie. Qu'est-ce que, Raphaël Enthoven, la République aujourd'hui, plus de 2 siècles après son apparition en France? Qu'est-ce que la République? Qu'est-ce qu'être républicain? Alors, c'est pas la même question, et c'est ça qui est intéressant. Le fait que ce soit pas la même question de dire qu'est-ce que la République ou qu'est-ce qu'être républicain est vachement intéressant, parce que la République désigne évidemment un corps institutionnel au sein duquel nous vivons, nous débattons, nous discutons avec des lois qui répriment parfois certaines choses. Ça, c'est la République, etc. Oui, c'est pas la démocratie. Non, parce que on serait une monarchie, on pourrait discuter de la même façon. Vous avez raison. C'est sa notion de la République. Vous avez raison. Okay. Je parle ici de l'institution républicaine. Je parle du fait que nous vivons en République. Mais la République désigne aussi une vision du monde. C'est aussi une façon de voir. De sorte que vous avez des tas de gens qui vivent en République, mais vous avez moins de républicains que de gens qui vivent en République. Parce qu'il y a moins de gens pour qui la République est une vision du monde. Il y a aussi des gens qui, vivant en République, considèrent que la République est un remugle de la France coloniale, ou est un résultat, ou un déchet d'un colonialisme mourant, ou moribond, ou ressuscité, etc. Bref. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a une différence entre le fait de vivre en République et le fait d'adhérer à la République, mais qu'adhérer à la République, ça n'est pas défendre l'abstraction de principes face à une réalité qui viendrait les démentir. C'est au contraire, dans les moindres détails, à l'école, dans les enseignements, en termes d'égalité des chances, dans les mairies, partout en termes de représentation aussi, veiller autant que possible à faire valoir, et il y a quelque chose d'utopique là-dedans, les principes qui sont les nôtres, tout simplement. Liberté, égalité, fraternité. Surtout liberté, égalité en la circonstance, je dirais. La République, me semble-t-il, c'est uniquement la capacité à incarner ceci. C'est-à-dire, par exemple, quand on est un gouvernement, lutter pour l'égalité des chances. L'égalité, pas l'égalité arithmétique de tous à la fin, sinon on serait marxiste, non, l'égalité des chances au départ, le fait qu'on parte de la même ligne de départ. Donc la République en France, elle est toujours à conquérir, c'est tout le paradoxe. Elle est à la fois, nous y vivons, et dans le même temps, nous la désirons, et nous avons encore la possibilité de la désirer parce qu'elle est constamment inaboutie, imparfaite, à conquérir, à affermir et à incarner, pour ne pas devenir un discours abstrait qui ne signifie plus rien. Éric Zemmour. Alors, la République... Enfin, je suis républicain, quoi. Oui, je comprends. Ça arrive à des gens très bien. Hein. Mais je suis tout à fait d'accord. La République, en fait... Oui, parce que la République a voulu dire des choses différentes selon les époques. La République, ça a été, tout simplement, Christine l'a rappelé très pertinemment, l'opposition à la monarchie. Au départ, c'est tout bêtement ça. Ouais. Après, c'est synonyme de démocratie, de suffrage universel, etc. Et aujourd'hui... la République, et c'est intéressant parce que c'est exactement notre discussion depuis le début. La République, en vérité, c'est l'universel. Non. Si, la République aujourd'hui, on voit bien, quand vous dites liberté, égalité, fraternité... On n'est pas dans deux mondes différents, hein, mais on n'est pas dans deux... Liberté, égalité, fraternité, déclaration des droits de l'homme, etc. On voit bien que c'est l'universel. Et c'est tout le problème de la République. Et c'est le problème de la République depuis le début. Il y a une tension depuis le début... D'ailleurs, qu'on peut comparer, si vous voulez, à la tension que provoquait le christianisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une page dans Rousseau qui m'a toujours amusé, dans laquelle il dit là, pour le coup, le christianisme est très mauvais pour le gouvernement, parce que justement, ça pousse à l'universel, et que le gouvernement des États, c'est une identité, etc. Ça m'a toujours amusé, cette... Je ne sais pas où vous avez... Ce n'est pas, je vous retrouverai ça. Promis, je vous retrouverai. Parce que je le cite en plus dans un de mes livres, donc je sais exactement où le retrouver. Et depuis le début, il y a la tension. Il y a la tension, en gros, entre l'universel et l'identité, qu'à l'époque, on appelle patriotisme. L'universel, déclaration des droits de l'homme, patriotisme et du citoyen. Non, c'est pas vrai. Attendez, l'universel... On peut être patriote et universaliste. Ah oui, mais justement, il y a fini... Mais oui, mais justement, Camus l'était. On finit par avoir une tension. On finit par avoir une tension. Robespierre, regardez, Robespierre commence... Ah, il était tendu, lui, ça c'est vrai. Robespierre commence internationaliste, républicain, et il finit par dire « je déteste les Anglais ». Vous voyez, parce qu'on est dans la guerre. Encore une fois, c'est la situation
qui change. Et aujourd'hui, le républicanisme est un universalisme. En vérité, aujourd'hui, on dit je suis républicain pour ne pas dire je suis français. Et ça me frappe beaucoup. On dit la République pour ne pas dire la France. On dit les territoires perdus de la République pour ne pas dire les territoires perdus de la France. On dit aux nouveaux immigrés devenez républicains parce qu'on n'ose pas leur dire devenez français. Parce que justement, français, ça veut dire une identité, une culture, un territoire, un enracinement. Et que moi, je veux bien la tension entre cette identité et l'universel républicain. Mais à partir du moment où il n'y a plus de tension, où il n'y a plus d'identité, la République se retourne contre la France, l'universel détruit la France. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La tradition est une culture avec un petit C, la République est une civilisation. Non, la République n'est pas une civilisation. Quand on parle de civilisation, c'est ça qui est en jeu, effectivement. Deuxièmement, la République, c'est au départ un régime du pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est la démocratie, ça. La démocratie, mais n'oubliez pas qu'au départ, la démocratie et la République sont synonymes. Quand on crie en 1848 « Vive la République », ça veut dire « Vive le suffrage universel ». Oui, enfin c'est une synonymie on n'a pas le temps d'entrer dans les nuances entre ces deux termes. Il nous reste 5 minutes. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on sort. Mais vous allez voir, je poursuis mon idée. On sort de la République par l'universel. Pas sûr que vous l'attrapiez, mais allez-y. Vous allez voir. Par exemple, quand on donne tout pouvoir aux juges, aux droits, vous savez, toute la théorie d'Habermas sur le constitutionnalisme, etc., d'être au-dessus du suffrage du peuple, parce qu'on est traumatisé par Hitler, parce qu'on est traumatisé par Pétain, etc. Parce que c'est ça, Habermas, vous le savez très bien. Et quand on met le droit au-dessus du suffrage du peuple... Quand Éric dit un truc improbable, il regarde l'autre en disant « Vous le savez très bien, donc c'est génial !» Habermas, c'est le produit, excusez-moi, du traumatisme allemand d'Hitler. Bon, reprenez parce que c'est toujours le même argument, le peuple a voté Hitler, etc. Donc quand on met le droit au-dessus... Je dis juste non, parce qu'on n'a pas le temps d'entrer dans les débats. On n'est pas d'accord. Voilà. Je le pense vraiment. Quand donc on met ça, on met les juges, on met le droit au-dessus de suffrage universel, du suffrage du peuple, on sort de la République pour rentrer dans l'universel et on tue la République française. Et quand on ne contrôle plus l'immigration, le nombre, etc., quand on fait ça, on risque de ne plus avoir de République française. On peut avoir une République islamique demain, on peut avoir une République autre, mais on n'a plus la République française. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Cette tension, c'est notre débat depuis le début. J'y viens. Entre l'identité et l'universel. Si l'universel tue l'identité, on aura une autre identité. On a encore 5 bonnes minutes. Tout va bien. Je vous laisse répondre. Simplement, la nation est à la République ce que le cerveau est à une idée, à l'idée qu'il produit. L'idée ne se résume pas au cerveau, ni aux synapses qui correspondent à son émission dans le cerveau, mais sans cerveau, il n'y a pas d'idée, si vous voulez. Donc il n'y a pas de République sans nation, mais la République ne se réduit pas, me semble-t-il, à la nation, de la même manière qu'une idée ne se réduit pas aux conditions matérielles de son apparition. En somme, il y a deux façons de combattre l'intégrisme ici et deux façons de combattre l'hostilité à la République. Et moi, je maintiens ça. La première, la vôtre, Éric, me semble-t-il, c'est la fierté. C'est-à-dire que c'est de se prendre pour une tradition, une couleur en péril, de lutter contre une menace compressant par le recours à l'arbitraire d'une tradition, d'un terroir, que ce soit un prénom, que ce soit une façon de manger, peu importe. Et c'est la nôtre. J'entends bien. C'est la vôtre. C'est celle qui a fait ce pays. Pas la nôtre, c'est la vôtre. C'est la nôtre. C'est la vôtre. Non, mon cher, je vous ai démontré tout à l'heure que c'était la nôtre, la vôtre. Vous allez répondre tout à l'heure. Vous n'avez rien démontré, vous montrez, mais vous démontrez rarement. Oui, c'est ça. Alors, elle a vous désignez comme ça. C'est pas la même chose que de démontrer. Ce que je veux dire, c'est que cette fierté-là a tant de mal, d'ailleurs, à distinguer la francité d'une valeur en soi, qu'elle cède aisément, ordinairement, d'ailleurs, en retour à la tentation de regarder de la même manière l'islam, par exemple, comme une quantité homogène, un corps étranger, qui alimenterait la haine. Alors, c'est pas ma façon de défendre la République. Moi, je ne le vois pas comme ça. J'ai l'impression que cette façon-là est suicidaire et que pour l'auteur du suicide français, c'est presque un harakiri. En revanche, il me semble qu'on peut croiser l'intégrisme et l'adversité sur un terrain plus fondamental que le terrain du terroir ou d'une tradition qui s'opposerait à une autre. C'est pas le terrain des habitudes, c'est pas le terrain de la tradition, c'est pas le terrain des frontières ou du folklore, c'est le terrain des idées, c'est le chemin de la défense de l'égalité homme-femme, par exemple, ou de la liberté d'expression. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est la différence entre vous et moi, pardon d'être désobligeant, mais c'est un peu la différence qu'il y a entre le veau d'or et l'étape de la loi, si vous voulez, ou entre la superstition et la raison, ou entre la tradition pour projet, on va se calmer,
résumé, la tradition pour projet et l'avenir pour objectif. C'est-à-dire que c'est vraiment pas la même chose. La différence entre vous et moi n'est pas simplement une différence d'opinion, ni une différence de hauteur de vue. C'est juste que je ne défends pas la même chose que vous. Oui, ça, ce que vous défendez... Il reste 1 minute 30. Voilà, on laisse Éric Zemmour répondre, ensuite vous aurez le mot de la fin. Ce que vous défendez, c'est un pays. Ce que je défends, c'est une idée. Éric Zemmour, là, on est bien d'accord. On est bien d'accord et c'est bien ce que je vous reproche. Parce que vous croyez que l'idée fait l'économie du pays? Alors, je vous donnerai le mot de la fin, Raphaël Antoven. L'idée que vous défendez est le produit du pays et vous trahissez ce pays qui a produit l'idée que vous défendez. Et oui, c'est ça le problème. Et que le pays, moi je défends le pays, vous avez raison. Je ne défends pas une idée. Je ne défends pas un régime, la République. J'admire la monarchie, j'admire encore plus l'Empire. Je ne défends pas ni un régime, ni une idée. Vous avez tout à fait raison. En plus, c'est une idée qui change. Parce que si vous voyez la République de la Troisième République assimilationniste avec la République multiculturaliste d'aujourd'hui, il n'y a rien à voir. Si vous voyez la République... En revanche, ce que je vois, c'est que la critique... Désolé, ce n'est pas du tout la même chose. Alors oui, vous avez raison. Je vous donne acte. Je défends un pays, je défends une tradition que vous assimilez à un folklore, alors que moi, je l'assimile justement à la grandeur suprême. Je ne défends pas une idée, parce que l'idée, c'est mon pays. Alors ça, vous avez tout à fait raison. Raphaël Antoven, je vous laisse le mot de la fin. On arrive à la fin de ce débat. Bon, non, il y aurait beaucoup à dire. C'est une fin en forme de début, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Parler de grandeur suprême à propos d'une tradition dont on est par le plus grand des hasards et par accident un héritier... Et alors me semble, comment dire, une illusion comparable à l'illusion qui saisit un cœur quand soudain la personne qu'il aime lui semble une déesse et qu'il finit par déchanter un peu plus tard. Mais enfin, c'est une autre histoire. Vous avez un rapport à ce pays qui est un rapport, à mon avis, artificiel et charnel à la fois. Mais enfin, c'est une autre histoire. J'ai pas le temps d'entrer là-dedans. 10 secondes. Alors, 10 secondes, une anagramme. Une anagramme, j'adore les anagrammes. La République française. Vous prenez le syntagme La République française, vous mélangez les lettres, vous les passez au mixeur et ça donne Quel Africain superbe. Et alors, j'en donne une autre parce que juste pour rigoler, le maréchal Pétain, que vous prenez les lettres, vous mélangez tout, etc., ça donne avec la même lettre, exactement les mêmes lettres, place à Hitler, Amen. Ah oui, d'accord. Le maréchal Pétain. C'était juste un sourire, Éric, pas une imputation. Non. Anagramme avec Éric Zemmour, ça donne J'ai pas trouvé encore. Remuer micro. J'ai pas touché. C'est pas mal. C'est pas mal. Messieurs, merci beaucoup pour ce débat. Merci Raphaël Antoven. Merci Éric Zemmour. Merci à vous Christine pour toute cette année. Merci. M'avoir accueilli gentiment et aussi chaleureusement. Vive la liberté d'expression. C'est sur CNews. Excellente suite de programme. Merci.